Expert international en santé digitale au cadre dans le domaine, le Sénégalais Pape Amadou Gaye est l'invité de Ousmane Gueye ce dimanche sur iRadio. En ligne d'Amérique, le président de Baobab Institute va livrer son regard sur la stratégie sénégalaise en e-santé, le rôle des startups du numérique et la situation à l'échelle mondiale. À suivre ce dimanche 24 juillet 2022 après les éditions de 7h et 12h sur iRadio. E-Tech, le magazine d'un monde qui change, désormais en format court, présenté par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci encore une fois d'être au rendez-vous dans votre magazine E-Tech sur iRadio. Et ce dimanche, nous avons l'immense honneur de recevoir le Sénégalais Pape Amadou Gaye. Bonjour Pape Amadou Gaye. Bonjour Ousmane. Merci infiniment d'être avec nous ce dimanche en ligne d'Amérique. Vous allez nous le préciser tout à l'heure. Vous êtes un Sénégalais qu'on connaît, qu'on reconnaît à l'échelle internationale pour plusieurs initiatives. La toute dernière que j'ai relevée, la mise en place d'un réseau de santé digitale en Afrique de l'Ouest particulièrement. Un premier mot peut-être qui pourrait concerner votre parcours, Pape Amadou Gaye, pour vous présenter aux auditeurs de E-Tech. J'ai pensé que ce serait mieux que vous le fassiez à la première personne du singulier. Pour vous résumer, autrement dit résumer votre parcours, on devrait en retenir quoi très rapidement? Très rapidement, je viens de finir une carrière de pratiquement 15 ans comme PDG d'une ONG internationale dénommée IntraHealth, qui est assez connue au Sénégal parce que depuis plus de 15 ans, nous accompagnons le ministère de la Santé dans ses activités financées par l'USAID. Donc, nous avons été l'agence d'exécution des programmes de l'USAID dans le domaine de la santé pour le ministère de la Santé au Sénégal. Moi, j'ai travaillé, comme je disais, en fait, j'ai passé la plupart de ma carrière avec cette organisation que j'ai connue dans les années 80, pour laquelle j'ai servi comme directeur régional pour l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Nord. Wow. Et avec poste successivement à Abidjan où j'ai passé 2 ans, à Lomé au Togo où j'ai pratiquement passé plus de 10 ans, à peu près 2 ans au Sénégal. Et puis je suis retourné au siège et j'ai eu à diriger l'organisation. Donc j'ai été le premier PDG africain, si vous voulez, oui, à diriger cette organisation qui évolue au niveau mondial. Donc nous, quand je quittais IntraHealth il y a 2 ans, nous étions actifs dans une 40aine de pays, en Afrique au sud du Sahara, en Amérique centrale et puis en Asie du Sud-Est principalement. oui. Donc mon parcours, il peut se résumer comme ça. J'ai fait mes études en management. En fait, j'ai fait un MBA à UCLA, c'est l'université de la Californie à Los Angeles. Et quand j'ai fini mon MBA, au lieu d'entamer une carrière avec le secteur privé, j'ai décidé de rester dans le secteur du développement parce que je jugeais qu'il y avait de la place pour des spécialistes en management et en gestion. Et c'est ainsi que j'ai chevauché avec IntraHealth. Je ne pensais pas que ça allait être une carrière aussi longue. Mais bon, Dieu fait les choses. Finalement, c'était comme ça. J'ai servi comme directeur régional. Je suis revenu au siège, donc qui est en Caroline du Nord, où je me trouve actuellement. En fait, on est simplement en Caroline du Nord parce qu'au début, on était affilié avec l'Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, une grande université connue pour son école de santé publique. Voilà. Donc là, je viens de finir ma carrière avec IntraHealth. Et au lieu de raccrocher, j'ai décidé que j'avais encore de l'énergie et il y a encore du travail à faire dans le domaine du développement. Donc, j'ai décidé de rentrer au pays et d'établir une nouvelle institution qui s'appelle l'Institut Baobab. Et puis, c'est la première activité avec l'Institut Baobab à laquelle vous venez de participer, Ousmane.
Donc, c'est un peu mon parcours. Donc, j'ai chevauché dans le domaine de la santé globale parce que c'est le domaine dans lequel mon ancienne organisation évoluait et puis avec un accent particulier sur les ressources humaines pour la santé. Donc, nous avons eu à gérer un gros programme financé par l'USAID qui consistait à appuyer les pays dans leurs efforts de professionnaliser, si vous voulez, tout ce qui est personnel de santé, travailleurs de santé, les organiser, les soutenir, parce que comme vous savez, il y a de grands problèmes de pénurie de personnel de santé. Donc, je crois que IntraHealth est connu pour son intervention dans ce secteur et aussi sur la santé digitale, parce que nous avons été une des premières ONG à mettre en place une plateforme pour la gestion du personnel de santé, une plateforme qui s'appelle Iris, qui a été d'ailleurs déployée et utilisée au Sénégal. Oui. Voilà, donc, oui, Ousmane, allez-y. Oui, quand on parle de santé digitale, globalement, on comprend ce que l'on sait, sauf que comme la transformation digitale, la santé digitale est parfois réduite à de petits aspects qui laissent de côté les gros enjeux. Par exemple, la santé digitale ne se résume pas, que je sache, à une prise de rendez-vous en ligne. Globalement, pour que l'on s'entende bien, de quoi parle-t-on quand on parle de santé digitale, même si je précise aux auditeurs, je rappelle aux auditeurs que ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans ce magazine. Voilà, je pense que, à mon sens, une meilleure terminologie serait plutôt de parler de la santé dans l'ère du digital. Bon, la réforme des systèmes de santé pour mettre à profit le digital, le numérique. Je crois que ça, ce serait un peu plus parlant parce qu'on est quand même, on reste dans le domaine de la santé et on reste dans le domaine du renforcement des systèmes de santé. Bon, comme vous savez, en Afrique, malheureusement, les programmes de santé ne sont pas aussi développés qu'ils ne devraient l'être parce que ces programmes de santé qui doivent être modernisés ne sont plus en phase avec le rythme de développement économique qu'on est en train de voir sur notre continent. Donc, je crois qu'il faut situer le problème à ce niveau. Il y a de l'excellent travail qui se fait par les informaticiens, par beaucoup d'ONG nationales, internationales, qui créent rapidement des solutions. Mais malheureusement, nous devons changer cette façon de faire. Oui. Au lieu de créer des solutions prêtes à être utilisées et d'essayer de trouver des problèmes à régler, il faut partir des problèmes qui existent et créer des solutions adéquates. Donc, des solutions locales. Locales. Alors, ce qui se passe dans le monde du digital et au niveau global aussi, hein, la même chose est vraie ici aux États-Unis. Ça veut dire qu'on est tellement préoccupé par le prochain nouveau gadget, on met beaucoup plus l'accent sur l'outil que sur le problème à régler. Alors, c'est pourquoi vous avez une pléthore d'outils qui circulent avec une solution, mais donc il y a un manque d'efficience. Oui. Et malheureusement, on perd beaucoup de temps à répéter les choses. Donc, parce qu'il faut changer la démarche. Voilà. Oui, et parlant de changement de démarche, comment on peut comprendre aujourd'hui, à l'heure où il y a une floraison d'applications, de start-up au Sénégal, ailleurs en Afrique, et que on soit quand même toujours amené à venir, par exemple, à l'hôpital avec du retard ou bien en ne maîtrisant pas, je parle un peu du côté des personnels de santé, en ne maîtrisant pas l'agenda. Est-ce qu'aujourd'hui, normalement, le digital devrait pouvoir, par exemple, permettre au personnel de santé de caler des rendez-vous, ne serait-ce que pour parler de cet aspect, de caler des rendez-vous, et puis de bien optimiser un peu la gestion du temps pour qu'un Ousmane Gueye, par exemple, appelé, convoqué, puisse arriver à 9h05 et qu'un autre arrive, disons, à 10h, et comme ça, on gère un peu tous les rendez-vous, au lieu de convoquer tout le monde à la même heure. Mais c'est exactement ça. Voilà. Alors, vous êtes en train de toucher du doigt, Ousmane, le problème. Ça veut dire que ceux qui sont les plus informés, les mieux outillés, les plus aptes
à créer cette révolution dont nous avons besoin, c'est les gens qui travaillent dans le digital. Des gens comme vous qui en font la diffusion, des gens comme vous qui vulgarisent l'idée, etc. Mais nous avons un besoin pressant d'ailleurs de sensibiliser, de former et de préparer tous les acteurs de la santé. Et ce travail ne fait que commencer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, vous prenez les 3 niveaux. Moi, je vois principalement 3 niveaux. Je vois le niveau des décideurs, le niveau ceux qui mettent en place les politiques, si vous voulez les standards qu'il faut, etc., etc. Ça, c'est le niveau ce que j'appelle le niveau décideur. Oui. Vous avez le niveau des prestataires. Donc ça, c'est le personnel de santé. Les médecins, les sages-femmes, les travailleurs de santé communautaire, etc. Et puis, vous avez finalement le niveau de la population. Alors, il faut sensibiliser, préparer de façon adéquate toutes ces couches de la population. Et c'est pourquoi on veut mettre l'accent sur l'assainissement, le renforcement des écosystèmes. Le temps de parler parce qu'il faut voir cette chose. On ne va jamais réussir si les techniciens font leur travail, parce que ce qu'on va voir, c'est une pléthore donc de solutions et d'outils qui se multiplient, etc., etc. Donc, il faut un ensemble. Il faut que, c'est comme dans un orchestre, il faut que chacun joue sa partition. Donc là, il faut identifier les parties prenantes et il faut nécessairement préparer chaque partie prenante comme il le faut. Ça ne suffit pas de faire juste du plaidoyer pour des ressources financières, etc. Il faut que les gens soient prêts moralement et puis physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut créer une culture de l'information. Il faut créer une culture de l'information accessible à tous, une culture de transparence, etc. Alors, on est loin, vous conviendrez avec moi, qu'on est loin de cette situation où, malheureusement, dans des pays à faibles ressources, l'information est très puissante. Alors, les gens l'utilisent justement, on ne veut pas la partager parce que quand on a l'information, on a le pouvoir. Donc, tout ça, c'est des choses à démystifier. Oui. Et c'est du travail de SAP, c'est du travail de base à faire. Merci. Voilà. Merci Pape Gaye. Nous allons marquer une pause de 25 minutes sur e-radio. Les auditeurs auront bien entendu remarqué que la durée de cette émission a été courte cette fois, comparée un peu aux autres numéros. E-Tech qui passe maintenant de 2 fois 25 minutes à 28 minutes au total, soit 2 fois 13 minutes, et entre les 13 minutes, bien sûr, nous y sommes. C'est la pause, Pape Gaye. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci de rester encore notre invité parce que la seconde partie arrive juste après le journal sur e-radio. Les informations, bien entendu, que vous allez pouvoir suivre avec le service Wolof de votre radio préférée, e-radio Sénégal. Une pause donc et on retrouve le Sénégalais Pape Amadou Gaye, président de Baobab. Et avec lui, nous parlons depuis 13 minutes dans votre magazine e-Tech de santé digitale. À tout à l'heure. e-Tech, Ousmane Gueye sur e-radio. Pape Amadou Gaye, sénégalais basé en Amérique, il nous l'a dit dans la première partie, basé en Caroline du Nord. Vous allez nous en dire quelques mots un peu vers la fin de cette émission, parce qu'on parle géographie digitale aussi. À côté de la santé digitale, Pape Gaye nous fait l'honneur, l'amitié, le plaisir d'être notre invité ce dimanche sur e-radio, et c'est la première fois que nous recevons ce compatriote très connu à l'extérieur, mais également au Sénégal, notamment dans les milieux sanitaires. Pape Gaye s'y connaît beaucoup en santé digitale et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait utile de le recevoir aujourd'hui pour écouter ce qu'il a à dire sur cette problématique. Je rappelle également que le Sénégal, parce que nous avons reçu le coordinateur de la cellule digitale du ministère de la Santé, Dr Ibrahima Khalilouladia, que donc Dakar est très en avance sur cette problématique avec sa stratégie digitale en santé donc digitale, avec aussi toute cette panoplie de startups qui travaillent sur ces questions, notamment
dans le domaine de la digitalisation, de ce que l'on appelle le dossier patient. Pape Gaye va nous en dire certainement un mot tout à l'heure. Alors, on était sur la santé digitale dans la première partie, sa définition. C'était important que nous fassions en quelque sorte le tour de cette définition, mais plus globalement et plus précisément, Pape Amadou Gaye, à quel moment peut-on dire qu'un pays a réussi sa santé digitale? Très rapidement. Bon, donc les choses qu'on voit, c'est la structure, c'est l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que plusieurs pays ont reconnu l'importance et ont créé, par exemple, un ministère de l'économie numérique. Ça, ce serait un bon signe. Je crois que le Sénégal est bien parti pour offrir un exemple de structure qu'il va falloir ériger pour vraiment montrer. Donc, la première chose qu'on va regarder, qu'est-ce qui existe au niveau du pays pour aussi bien offrir un cadre de référence, avoir donc la politique, est-ce qu'il y a une politique de santé digitale qui existe? Est-ce qu'il y a une stratégie de santé digitale qui existe? Donc ça, ce sont les premières choses qu'on va regarder. Quelle est l'infrastructure qui existe et quelle est l'attention donnée au numérique de façon générale et à la santé numérique, santé digitale en particulier. Donc ça, c'est les premières choses. Quelle est la situation donc de cette structure au niveau du pays? Deuxièmement, est-ce que les compétences existent au niveau du pays en termes de non seulement de champions, d'innovateurs sociaux, etc., mais qui portent l'initiative nationale en matière de santé. Le Sénégal est un bon exemple, le Rwanda est un très très bon exemple. Là, vous avez l'engagement total du leadership. Alors, c'est clair qu'au Sénégal, le leadership s'est démontré récemment avec la mise en place du data center de Diamniadio et qui vient rejoindre d'autres data centers qui étaient là. Est-ce qu'il y a des politiques qui font que fiscalement, il y a des avantages pour investir dans le digital? Ça c'est une chose. Et puis, en termes de formation, est-ce qu'il y a des structures qui sont là pour produire en qualité suffisante et acceptable donc le personnel qu'il faut? Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut voir pour répondre à ta question qui est très très pertinente. Donc le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement énormément de progrès, mais on est loin d'être dans une situation où on peut dire que tel pays ou tel pays est beaucoup plus en avance, etc. Parce que c'est vraiment, on voit des bribes. Le réseau qu'on est en train de mettre en place, c'est pour pouvoir mieux répondre à ce genre de questions, Ousmane. Parce que nous sommes en train de mettre sur place ce réseau pour l'Afrique francophone, pour pouvoir favoriser les échanges et tout ça, mais pour pouvoir aller créer un environnement qui soit beaucoup plus favorable à la mise en place des programmes nationaux de santé digitale. Donc, pour le moment, on profite des efforts faits par les partenaires au développement. Oui. Et par les initiatives nationales qui se multiplient au fil des jours. Mais ce qui nous manque pour le moment, c'est de créer ce cadre cohérent et favorable donc à l'accélération de cette digitalisation qui doit être la norme. On doit passer à l'action et on doit travailler de façon très rapide parce que c'est un domaine où les choses évoluent très très rapidement. Très très rapidement. Vous m'avez entendu parler tout à l'heure, c'est pourquoi on ne peut pas se permettre de prendre trop de temps. Notre fenêtre pour réussir les programmes de numérisation
la fenêtre est très, très réduite, elle est très restreinte. Donc, parce que si vous ne faites pas attention, vous commencez un petit projet, si vous ne faites pas attention, il est tout de suite dépassé. Soit la plateforme n'est plus adéquate, elle est dépassée, il y a une nouvelle technologie qui de loin dépasse ce que vous avez créé, donc ça va très, très, très vite. Et vous savez mieux que moi que les acteurs qui sont dans ce secteur, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils réfléchissent très vite, ils veulent faire les choses rapidement. Oui. Et cette patience dont on a besoin très, très souvent dans le développement n'est toujours pas là. Oui, donc, et quand on parle de dossier patient, j'avais dit un mot dans la première partie. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans d'autres pays? Chez vous, par exemple, en Caroline du Nord. Oui. Alors, on est très avancé. Le dossier patient, c'est clé pour l'avenir de la santé et c'est clé pour la modernisation des systèmes de santé. Ce qu'on voit aujourd'hui, on va dans un monde avec la digitalisation, c'est ça en fait l'intérêt. C'est que nous sommes maintenant dans une situation où l'individu est en mesure de se prendre en charge entièrement en ce qui concerne les décisions qui concernent sa santé. Et il faut évoluer dans ce sens. Il faut évoluer dans le sens de carrément laisser le patient gérer son dossier personnel. On va vers ça. On est encore loin, mais ça va aller très vite. Ici aux États-Unis, ça va très vite. Moi, bien sûr, mon dossier, je le maîtrise, je l'ai dans mon ordinateur. Je peux ouvrir le dossier, je peux ouvrir l'application, je peux accéder à mon dossier. J'ai toutes les visites, j'ai tous les médicaments, donc j'en fais la gestion. Je maîtrise mes rendez-vous médicaux, je peux voir quand mes ordonnances ont besoin d'être renouvelées, etc., etc. On va vers ça. C'est possible chez vous? La consultation à distance. Est-ce que c'est possible? Oui, j'ai rendez-vous avec mon médecin vendredi. C'est sur vidéo. C'est sur vidéo. Mais quelle est la marge du professionnel de santé sur vidéo? La marge en termes de... Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui. Il n'y a pas d'injection à distance, il n'y a pas beaucoup de choses à distance. Quelle est sa marge? Qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, moi, je crois que il faudra toujours voir le digital comme outil comme un complément. Mais le digital ne va jamais remplacer le face-à-face, la consultation, etc. Ma question, c'était juste pour visualiser un peu. Voilà, pour visualiser, c'est incroyable ce qu'on peut faire à distance. C'est incroyable. Entre l'intelligence artificielle, le numérique et tout ça, si on combine les deux, on peut régler 80% des problèmes d'accès. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle. On parle de l'accès aux soins de santé. Alors, l'accès à un travailleur de santé. Vous savez, c'est un peu la problématique. Pour revenir un peu aux réalités africaines, je vais vous dire, vous avez 1 milliard de personnes sur ce monde, dans le monde, qui naissent et qui meurent sans jamais voir un prestataire de service. Alors, c'est ça qui n'est pas normal et c'est le genre de problème que le digital va régler. C'est le problème d'accessibilité. Maintenant, le degré d'accessibilité, combien tu peux faire avec le digital et tout ça, tout dépend du développement. Alors, ça peut aller à la consultation simple, ça peut aller au rendez-vous simple. Là, comme tu as bien dit tout à l'heure, on peut gagner énormément de temps en donnant des rendez-vous par SMS, etc. Il y a énormément de problèmes qu'on peut régler. Justement ça. On n'est pas la femme qui va à la clinique n'est pas obligée de perdre toute une journée simplement pour un simple rendez-vous.
Oui, une dernière question. On est arrivé presque à la fin de ce numéro, Pape Gaye. Une dernière question. Qu'est-ce que ça va changer la mise en place de votre réseau? Et je rappelle le nom, le réseau en santé digitale, le réseau de santé digitale en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quelque chose comme ça. C'est ça. C'est le réseau, voilà, réseau santé digitale c'est le RESAF. Réseau e-santé pour l'Afrique francophone. Alors, ce que le réseau va faire, c'est créer une sorte de référence, parce que là, il y a énormément de bonne volonté, mais les gens travaillent un peu en vase clos, chacun de son côté. Alors, notre objectif, c'est de créer une plateforme qui va permettre aux gens de savoir où ils vont aller pour contribuer justement à cet objectif qui a besoin de la participation de tout le monde. Donc, en ayant une vision commune, en ayant une façon de répertorier qui fait quoi, une façon d'identifier les spécialistes qui peuvent répondre à vos questions, etc., on va faciliter l'accès à l'information pour tous ceux qui s'intéressent à la digitalisation. En fait, ça, c'est la finalité du réseau qu'on est en train de mettre en place. En plus, donc, de préparer le terrain pour des politiques beaucoup plus appropriées. Merci, voilà. Pape Amadou Gaye. Peut-être un mot sur la Caroline du Nord. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est quoi la ce qu'il faut en retenir, c'est une communauté. La communauté où j'habite, en fait, on l'appelle le triangle de la recherche parce qu'il y a de très grandes universités. Ici, l'université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, la fameuse université Duke, et puis la fameuse université de Carolina State. Le sport est très apprécié ici, surtout le basket universitaire. Et c'est un coin où il y a la plus grande concentration de chercheurs aux États-Unis. On dit qu'il y a une forte densité. C'est là où on trouve le plus de chercheurs par kilomètre, au kilomètre carré. Donc, une région très agréable. Géographiquement, c'est très, très vert. Donc, pour un Sahélien comme moi, je suis toujours ébloui par la verdure. Il y a beaucoup de verdure, c'est très, très vert. Et c'est un climat très, très agréable. Et il y a une petite communauté africaine, y compris sénégalaise, dans la ville de Raleigh. Merci. Sinon, nous sommes dans la ville de Chapel Hill. Voilà, merci aussi. Merci, Pape Gaye. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce numéro d'ITEC consacré à la santé digitale avec le prétexte du lancement d'un réseau en santé digitale à l'échelle Afrique francophone. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce dimanche sur e-Radio. Merci, très chers amis auditeurs, pour la fidélité. Excellent dimanche, excellente semaine.